Bienvenue à tous. On va commencer pile à l'heure pour une conférence qui voyage dans le temps, qui va tenter de vous faire voyager dans le temps. On va quand même commencer pile à l'heure, de sorte qu'en plus, j'espère finir pile à l'heure pour l'enchaînement des tables rondes. Comme vous savez, aux Utopiales, il y a une quantité impressionnante de tables rondes, de rencontres et d'interventions, donc il faut absolument tenir le temps. Et je vais essayer donc de vous faire voyager dans le temps, enfin de vous expliquer est-ce qu'on peut voyager dans le temps pour un physicien. Ce sera une conférence de physique, enfin, mais pas, ça va normalement, vous devriez survivre. J'espère que vous allez survivre à cette conférence, au sens pour parler un peu de ce que serait pour un physicien le voyage dans le temps, avec deux images introductives, vous voyez, qui sont assez marrantes, parce qu'à plusieurs dizaines d'années d'écart dans le temps, justement, eh bien, la machine est représentée un peu de la même façon, l'espèce de machine, le chronoscaphe, et puis une illustration de la machine, de la machine à voyager, à remonter le temps de Wells. Alors, avant de discuter du voyage dans le temps, c'est ça que vous attendez tous, j'imagine, ça va tenir dans peut-être les derniers quarts d'heure ou les 20 dernières minutes, il y a un certain nombre de prérequis à avoir en tête pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour un physicien voyager dans le temps, et est-ce que même la notion de temps a un sens pour un physicien. Alors d'abord, quelques remarques générales. La première, c'est comment est-ce que nous construisons ce qu'on appelle le temps. Ça a été construit essentiellement par l'observation de mouvements astronomiques réguliers, les phases de la Lune, par exemple, le mouvement du Soleil, les saisons, le cycle des saisons, et chaque retour du Soleil dans une certaine position, dans une certaine configuration, ou chaque retour de la Lune dans une certaine phase était une unité de temps. Et quand on dit une unité de temps, on ferait mieux de dire une durée, qui a permis de construire des calendriers, soit les calendriers solaires, soit les calendriers lunaires pour certains peuples, soit les calendriers lunisolaires. Nous, c'est un peu lunisolaire, luni pour le mois et solaire pour l'échelle de l'année. Et on l'a fait par accumulation de durées successives qui reviennent, semble-t-il, régulièrement. Pour tout le monde, la même chose. Ensuite, on a eu des constructions plus techniques quand Huygens a inventé d'abord l'horloge à balancier, puis l'horloge à ressort. On a eu un mouvement périodique qui était d'origine mécanique. Après, il y a eu des mouvements périodiques d'origine de vibration, les mouvements à quartz, 1918, les premiers oscillateurs à quartz. Et maintenant, carrément, les oscillations qui correspondent à la transition entre deux niveaux atomiques. On appelle les horloges qui fondent le fonctionnement des horloges atomiques. D'ailleurs, cette année, pour mémoire, on fête le 50e anniversaire de la définition de la seconde atomique. La définition de la seconde fondée sur des oscillations internes aux atomes, les transitions entre niveaux énergétiques des atomes, à 50 ans cette année. Et donc, on a remplacé les mouvements astronomiques, même si c'est toujours eux qui fondent finalement notre calendrier. Le temps est toujours fixé par les astronomes, et le temps physique, des physiques atomiques en l'occurrence, vient coller au temps des astronomes. C'est pour ça que de temps en temps, il y a une seconde intercalaire. Vous avez vu, de temps en temps, on rajoute une seconde. Il y a une minute qui compte 61 secondes, typiquement 31 décembre ou le 30 juin. Et le temps est construit par accumulation de durées successives qui semblent identiques pour tout le monde et qui construisent un temps qui semble universel. Tout le monde semble s'accorder sur un temps et qui permet de faire de la chronologie, de faire une datation. Mais ça se construit, j'insiste là-dessus, par accumulation de durées. Ça veut dire une durée, c'est quelque chose, un intervalle qui sépare deux événements, l'un, l'autre, deux événements successifs. Deux événements qui sont le retour du Soleil dans une certaine configuration, la position d'un oscillateur ou la configuration interne d'un atome. Et votre vie, ma vie, une vie, c'est une succession de ces épisodes, qui ont chacun une durée, et votre vie, ça constitue une histoire qui se déroule dans le temps, puisqu'il semble qu'on puisse graduer les événements, positionner les événements les uns par rapport aux autres, non pas relativement, mais de façon presque absolue, en faisant référence à des événements astronomiques, mécaniques, atomiques, qui permettent de construire une chronologie. Et donc, cette définition du temps, voilà, définit une chronologie, on va s'y référer. Un événement est avant un autre si sa date est antérieure à cet autre, et on peut trouver la durée qui sépare deux événements simplement en soustrayant les dates. Et on est tellement habitué à ce mode de fonctionnement que maintenant on fonctionne par date, par chronologie, quand on va avoir une durée. Alors que la réalité des choses, ce qu'on peut mesurer en physique, ce ne sont que des durées. La durée, l'intervalle de temps, l'intervalle qui sépare deux événements. Alors, ça, c'est la façon dont le temps s'est construit, la façon dont on est habitué à vivre dedans, et la façon dont Newton a formalisé le temps en physique comme quelque chose qui est universel. Tout le monde s'accorde sur la même chose. On peut définir un temps universel par ces constructions. Alors, en 1905,
Einstein a révolutionné littéralement ce qu'on pouvait dire sur l'espace et le temps, et en singulièrement sur le temps, en fondant ce qu'on appelle la relativité restreinte. Et dans cette théorie de la relativité restreinte, cette description de l'espace-temps, c'est ça la relativité restreinte, il a fait deux hypothèses. La première qui dit que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs. Un observateur comme moi, qui suis fixe, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à moi, là, par exemple les gens qui se déplacent à côté par rapport à moi, ils vont écrire les mêmes lois de la physique pour décrire les mêmes phénomènes. Les lois de la physique ne vont pas s'écrire de façon littéralement s'écrire, les signes qu'on va utiliser ne vont pas s'écrire différemment dans un référentiel ou dans un autre. Puis l'autre hypothèse, l'autre postulat, c'est que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. La vitesse de la lumière ne dépend pas, sa valeur ne dépend pas de l'état de mouvement de celui qui la mesure. Autrement dit, si je mesure la vitesse de la lumière qui me vient des spots qui m'éclairent, je la mesure ici sur la scène, je vais trouver dans le vide, on est un peu dans l'air, ça va être une toute petite différence, 300 000 km par seconde à peu près dans le vide. Si maintenant je me déplace par rapport à la source, ou l'inverse, la source se déplace par rapport à moi, je fais la mesure et je retrouve 300 000 km par seconde, ce qui est tout à fait inhabituel, parce que d'habitude, quand deux voitures se croisent, chacune allant par exemple à 100 km/h par rapport à la route, eh bien, une des deux voitures va par rapport à l'autre à 100 plus 100, 200 km/h. D'accord ? Donc l'idée qu'on va additionner les vitesses, c'est ce que l'on fait habituellement, ce que l'on imagine habituellement, et qui résulte derrière tout ça résulte du fait qu'on imagine un temps qui est universel pour tout le monde. Et bien cette addition des vitesses, il y a une vitesse pour laquelle ça ne marche pas, c'est la vitesse de la lumière. Additionner, entre guillemets, composer la vitesse de la lumière avec n'importe quoi, ça redonne la vitesse de la lumière. Ça, c'est un postulat d'Einstein. Je ne vais pas élaborer longuement dessus. On peut ôter ce postulat. Il n'est nullement besoin de ce postulat pour reconstruire tout ce qu'Einstein a raconté. Il l'a posé, ça a permis d'aller beaucoup plus vite dans certaines conséquences des postulats. Première conséquence, l'expérience de pensée. Alors la science-fiction, on pourrait dire que c'est une expérience de pensée sociale, une expérience de pensée qui envisage les conséquences des sciences, du progrès scientifique et technique sur les humains. Voilà une expérience de pensée de physique. Vous êtes dans un wagon de train, vous vous mettez au milieu du wagon, une source de lumière qui va envoyer un rayon lumineux à droite, un rayon lumineux à gauche, ils partent en même temps, vous êtes au milieu du wagon, les deux rayons lumineux arrivent exactement en même temps. Donc les deux événements, le rayon lumineux arrive en tête, et le rayon lumineux arrive en queue, ces deux événements sont simultanés pour quelqu'un qui a fait cette expérience dans ces conditions, dans le wagon. Alors maintenant, si on prend quelqu'un qui regarde passer le wagon, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le wagon qui se déplace devant lui, il voit les sources de lumière qui se déplacent avec le wagon, parce qu'elle est liée au wagon, il voit la lumière se déplacer par rapport au wagon, mais la vitesse de la lumière, c'est la même dans le wagon et pour la personne qui regarde le wagon passer, la même vitesse de la lumière. On n'additionne pas la vitesse de la lumière avec celle du wagon, on ne soustrait pas celle du wagon comme on le ferait habituellement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va constater ? La lumière doit rattraper l'avant du wagon, et puis pour l'atteindre, et puis à l'arrière du wagon avance vers la lumière, et donc elle va arriver, la lumière, plutôt à l'arrière qu'à l'avant. Avec pour conséquence que les deux événements, arrivée de la lumière à l'avant et arrivée de la lumière à l'arrière, ces deux événements ne sont plus simultanés pour la personne qui regarde passer le wagon. Simplement parce que la vitesse de la lumière est la même pour la personne qui regarde passer le wagon et pour la personne qui est dans le wagon. Pour ces deux observateurs, deux événements, pour l'un étaient simultanés, pour l'autre ne le sont plus. Et ça, c'est une conséquence dramatique, si j'ose dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le présent ? Le présent, c'est l'ensemble de tous les événements simultanés à un événement donné. Par exemple, j'ai claqué des doigts, il y a eu un ensemble d'événements qui se sont passés exactement en même temps que j'ai claqué des doigts. Ça s'appelle le présent de cet événement, j'ai claqué des doigts. Eh bien, comme la simultanéité de deux événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur, il n'existe pas un présent universel. Vous voyez déjà, ça commence mal. Il n'existe pas de présent universel. Si moi je décide que l'ensemble de tous ces événements c'est mon présent, quelqu'un d'autre par rapport à moi, et singulièrement en mouvement par rapport à moi, ne sera pas d'accord sur ce qu'est son présent. Déjà, vous voyez, ça commence mal. Deuxième conséquence, sur la mesure des durées. Pour ça, on va examiner ce qu'on pourrait appeler une horloge à lumière. Deux miroirs face à face, et de la lumière peut faire des allers-retours, et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. C'est pas comme ça qu'on fait en pratique, mais ça donne une idée de ce que pourrait être une horloge à lumière si on savait faire ça.
On sait faire des horloges atomiques qui ne fonctionnent pas sur le même principe, mais la même idée. Il y a un événement lumineux qui part vers le haut, la lumière, un rayon lumineux qui part vers le haut, il y a un événement départ du miroir d'en bas. Et il y a un événement retour au miroir d'en bas, et tic et tac. Quelle durée sépare ces deux événements? C'est pas compliqué. Je mets des formules, hein, on est en physique quand même, on n'est pas là pour rigoler. C'est la distance parcourue divisée par la vitesse. La distance parcourue, c'est aller-retour, 2 fois la distance qui sépare les miroirs, divisée par la vitesse de la lumière. Je suppose que c'est dans le vide. C, on la note C, la vitesse de la lumière. Donc, cet intervalle de temps, cette durée, on va dire durée, on va la qualifier de durée propre parce qu'elle mesure la durée qui sépare deux événements qui se produisent au même endroit. Et tic, elle est partie là, et tac, elle est revenue là, au même endroit. D'accord ? Donc, c'est un intervalle de durée qu'on appellera durée propre, et ce mot de durée propre va être très important dans la suite de la discussion. Bon. Maintenant, on va prendre le point de vue de celui qui voit passer les horloges. On voit l'horloge devant vous, mais elle se déplace par rapport à vous. Et vous regardez l'horloge se déplacer. Quand il y a le tic, le rayon lumineux, vous avez l'impression qu'il est parti sur le côté, puisque la lumière, l'horloge s'est déplacée, les deux miroirs sont déplacés. Et puis le tac, l'horloge, elle s'est encore déplacée, et ça revient encore à un autre endroit. Vous remarquez déjà que l'intervalle, la durée qui sépare le départ de l'arrivée, l'émission d'en bas à la réception en bas, ce n'est pas un intervalle de temps propre, de durée propre, parce que ça ne se produit pas au même endroit. Pour l'observateur qui voit passer l'horloge, ces deux événements ne sont pas au même endroit. Alors, quelle est la durée qui sépare l'aller-retour ? Ce n'est pas compliqué. Cette fois-ci, la distance parcourue par la lumière, c'est autre chose, ça se calcule, ce n'est pas le point ici. C'est 2 fois cette distance divisée par la vitesse de la lumière. Et on voit bien que cette distance, cette diagonale qui est là, elle est plus grande que la distance qui sépare les deux miroirs. Et donc la durée que je vais mesurer, elle sera plus grande que la durée qu'a mesuré l'observateur dans le référentiel des miroirs. Autrement dit, tic et tac, pour moi ça fait ça. Et pour celui qui regarde, ça fait plutôt tic et tac. D'accord ? Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que j'ai redivisé par la vitesse de la lumière, la même que tout à l'heure, parce que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse qui prend la même valeur dans tous les référentiels. D'accord ? Là, le deuxième postulat, il intervient, j'ai divisé par la même chose, par la vitesse de la lumière, la même tout le temps. Alors qu'on pourrait dire, je vais additionner avec la vitesse des miroirs. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc cette durée est une durée qui n'est pas une durée propre, et donc la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors vous voyez que là c'est fini. Comme disent les jeunes, c'est la PLS. Vous n'avez pas de présent universel et la durée qui sépare deux événements dépend de votre état de mouvement. Et comme on a vu tout à l'heure qu'on a construit le temps par accumulation de durées successives, ça veut dire que moi, je vais construire mon temps par accumulation de durées propres successives avec mon horloge à moi, et vous, vous allez construire votre temps avec accumulation de durées successives avec votre horloge à vous. Et si on est fixe les uns par rapport aux autres, sans jamais bouger les uns par rapport aux autres, on va se mettre d'accord. Mais il suffit qu'on bouge les uns par rapport aux autres, et encore bien d'autres choses qu'on va voir tout à l'heure, pour qu'on ne s'accorde plus sur les durées. Alors évidemment, pour la vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose. Les écarts, la vitesse de la lumière est une valeur si grande, 300 000 km par seconde, et les vitesses habituelles si petites par rapport à la vitesse de la lumière, que les écarts sont très faibles, ils se chiffrent en milliardièmes de seconde. Et donc pour nous, essentiellement, à une précision qui nous est largement suffisante, mettons même une fraction de seconde, on peut parfaitement s'accorder, pour les vitesses habituelles que nous avons les uns par rapport aux autres, nous pourrons parfaitement nous accorder sur un temps commun, une accumulation de durée dont les valeurs seront les mêmes à un tout petit epsilon près, à une toute petite valeur près, mais qui permettront de construire un temps commun. Mais la réalité des choses, c'est qu'il n'existe pas de présent universel et il n'existe pas de durée commune à tous les observateurs, ou du moins une durée que je mesure, eh bien d'autres observateurs trouveront une autre durée pour peu qu'ils soient en mouvement par rapport à moi. Alors, pour continuer dans cette affaire-là, il va falloir aborder d'autres notions, d'autres concepts qui permettront après de comprendre ce qui se passera dans la fin de la conférence. D'abord, une première notion, c'est la notion, du coup, d'espace-temps. Il n'y a pas un espace et un temps séparés, avec un temps qui serait universel pour tout le monde. Il y a un espace-temps, une structure qui est les deux à la fois et qui est propre à chaque observateur, parce que selon qu'on est en mouvement l'un par rapport à l'autre, eh bien, on aura des visions,
des durées en particulier, des mesures de durée qui sont différentes. Donc voilà un espace-temps pour un observateur, avec l'espace horizontalement, le temps verticalement, et puis chaque carré représente une seconde, où j'ai mis quoi 300 000 km, donc pour avoir une vitesse de la lumière. Si la lumière se déplace là-dedans, elle va faire une trajectoire particulière. Donc d'abord, regardons ce qui se passe pour nous. Là, vous êtes dans l'espace-temps, on va se mettre d'accord sur un espace-temps commun, on est fixe les uns par rapport aux autres. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans l'espace-temps? Qu'est-ce que je fais dans l'espace-temps, comme ça? Je ne bouge pas dans l'espace, je me déplace dans le temps. Donc voilà ma trajectoire. Une droite verticale, je ne bouge pas dans l'espace, je me déplace dans le temps. Et tous, vous ne bougez pas dans l'espace. Donc là, devant moi, j'ai une sorte de salle de spaghettis spatio-temporelle. Ici, on imagine que la troisième dimension là-haut, c'est le temps, et que les deux dimensions d'espace sont là. Vous êtes tous des spaghettis spatio-temporels, un peu des boudins, comme vous n'êtes pas strictement d'extension nulle. Donc boudin, enfin, ça va dépendre des gens, mais disons qu'essentiellement, vous êtes des lignes verticales, si le temps est vertical et que l'espace, c'est juste à deux dimensions. On est parallèles les uns aux autres. Et puis quelqu'un qui se déplace, si moi je fais ça, je me déplace, ou quelqu'un qui se déplace à côté, il se déplace dans l'espace et dans le temps, et donc il va se déplacer sur une ligne inclinée. Là, il se déplace à vitesse constante. Et là, en l'occurrence, sa vitesse, c'est 1/3 de la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il fait une case horizontalement quand il en fait 3 verticalement. Et donc, sa vitesse, ça sera 1/3 de la vitesse de la lumière. Le personnage bleu, l'horloge bleue, peut envoyer de la lumière à l'horloge rouge. La lumière, elle se déplace selon les diagonales des carrés, à 300 000 km en une seconde. Donc, vous n'avez pas sur la diagonale des carrés. Et puis, quand le bleu envoie de la lumière au rouge, le rouge répond, il prend la lumière, puis il la renvoie. Voilà la trajectoire d'un rayon lumineux. Bleu a envoyé de la lumière à rouge, qui l'a renvoyé à bleu. Et il y a deux événements pour la ligne bleue. J'ai envoyé de la lumière. Deuxième événement, j'ai reçu de la lumière. Quelle est la durée qui sépare ces deux événements? Eh bien, là, on pourrait le lire, on regarderait, on compterait les cases, on voit 6 cases, donc on se dit, c'est passé par exemple 6 secondes. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est pas référer à une espèce de temps construit par accumulation, mais mesurer cette durée. Cette durée, elle est mesurée comment? J'ai le bleu, l'horloge bleue a une horloge atomique dans sa poche, l'observateur bleu a une horloge atomique dans sa poche. Il regarde l'instant de départ, clic, il déclenche, il regarde l'instant d'arrivée, clic, il arrête. Et il mesure une durée propre. Dans son référentiel, il mesure la durée qui sépare de deux événements. Maintenant, on va prendre le point de vue symétrique. Cette fois-ci, c'est rouge qui envoie à bleu et bleu qui renvoie à rouge. Quelle est la durée qui sépare les deux événements émission par rouge de réception par rouge? Eh bien, on pourrait être tenté de dire « Ah ben je vais faire comme pour bleu, je vais lire sur l'axe vertical. » Non. Comme il se déplace par rapport à bleu, les durées qu'il mesure ne sont pas les mêmes. Et c'est certainement pas en lisant sur l'axe vertical, en comptant les carreaux verticalement, 6 carreaux, que je vais trouver la même durée. Ça serait la vision de Newton, la vision habituelle, notre vision. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, c'est pas facile sur ce diagramme, on ne peut pas le lire comme ça, mais c'est réaliser que la durée que va mesurer rouge sera différente de la durée mesurée par bleu, et que cette mesure, elle se fera par son horloge qu'il a dans sa main, qui va mesurer les durées propres, celles qui sont avec lui. Propres, pourquoi? Parce que pour lui, l'événement émission et l'événement réception se produisent au même endroit, alors que pour bleu, les événements émission et réception ne se produisent pas au même endroit. Et donc, il va mesurer avec sa montre, il va trouver autre chose, qui va dépendre de la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. Un cas classique de cette affaire, c'est les fameux jumeaux voyageurs. Deux jumeaux sont sur Terre, sont réputés identiques, ou en tout cas nés en même temps, à quelques minutes près, ils ont le même âge. Et puis il y en a un qui part dans un vaisseau très rapide et qui revient sur Terre. Donc il y a par exemple Alice qui reste immobile sur Terre. Donc hop, sa ligne d'univers, c'est une droite verticale, elle ne bouge pas, elle est sur Terre et le temps s'écoule pour elle. Et puis il y a Bob qui s'en va. Bob, il s'en va et il revient. À un moment donné, il fait demi-tour, il revient. Alors Bob, il fait cet aller-retour. Et comme Bob s'est déplacé par rapport à Alice 2 fois, une fois à l'aller avec une certaine vitesse, il s'est éloigné avec une certaine vitesse, une fois au retour, il s'est rapproché avec une autre vitesse, éventuellement la même. En tout cas, il a fait un aller-retour, sa vitesse a varié. Eh bien, Bob, s'il se déplace à 4/5 de la vitesse de la lumière, Alice, elle trouve que ça prend 10 ans, elle mesure avec son horloge la Terre, ça a pris 10 ans, 4/5 de la vitesse de la lumière pendant 10 ans, ça veut dire que Bob a parcouru 4 années-lumière, il s'est éloigné en gros jusqu'à Alpha du Centaure et puis il est revenu.
Et Bob, qu'est-ce qu'il va mesurer? Je vous fais grâce des calculs, mais Bob, on peut calculer qu'il va trouver une durée de voyage de 6 ans. Son horloge de bord va mesurer une durée de voyage de 6 ans, quand Alice mesure 10 ans. Donc là, cet effet de durée, c'est réaliser que la durée propre, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre main, l'horloge atomique ou l'horloge que vous avez dans votre main, l'horloge, ça peut être votre cœur qui bat, une horloge très imparfaite, mais qui donne un passage du temps. Eh bien, la durée propre, c'est ça qui mesure la longueur d'une trajectoire spatio-temporelle. Vous vous déplacez forcément dans l'espace et dans le temps en même temps, quand vous êtes immobile seulement dans le temps, 1 seconde par seconde. Quand vous vous déplacez dans l'espace et dans le temps, la longueur de la trajectoire spatio-temporelle que vous avez suivie, elle est mesurée par la durée propre. Et la longueur de la trajectoire spatio-temporelle dépend du chemin que vous suivez. Ça s'appelle la chronogéométrie. C'est pour un nom reprenant un mot forgé par le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, la chronogéométrie, qui vous dit que la durée propre qui sépare les deux événements A et B, elle dépend du chemin qui les relie. J'ai tracé 3 chemins. Sur chacun de ces chemins, il y a une durée propre différente. Et une durée propre mesurée comment? L'observateur qui suit ce chemin avec son horloge à la main et qui mesure combien de temps il faut avec son horloge de main pour aller de là à là, de cet événement A à cet événement B. Et on peut montrer qu'il existe un chemin de plus longue durée propre. Il existe un chemin de plus longue durée propre. C'est le mouvement rectiligne à vitesse constante. Là, avec le trait rouge, vitesse nulle. Il existe un chemin de plus longue durée propre. En géométrie, on dirait quoi? En géométrie, on dirait, pour aller du point A au point B, pour aller d'ici à l'écran, je peux y aller tout droit, il me faut 3 mètres. Je peux y aller en faisant des tours et des contours, il me faut 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et vous ne trouverez rien d'anormal à ça. J'ai suivi une trajectoire spatiale différente pour aller d'ici à l'écran, et selon le chemin que j'ai suivi, j'ai une longueur parcourue différente. Vous prendriez un double décimètre pour mesurer votre trajectoire, votre double décimètre pour mesurer votre trajectoire, vous trouveriez 4 mètres, 2 mètres, 6 mètres ou 1 kilomètre si vous faites le tour par le plus lointain. Mais personne ne dirait « Ah, c'est marrant, lui, il a un double décimètre différent de l'autre parce que les longueurs ne sont pas les mêmes. » Les longueurs ne sont pas les mêmes parce que les chemins suivis ne sont pas les mêmes et la longueur la plus courte en géométrie plane, c'est la ligne droite. L'équivalent de la ligne droite, là, c'est le mouvement à vitesse constante et ça donne une longueur spatio-temporelle, une durée propre, la plus longue, attention, la plus longue. Et donc le voyageur sur la droite, là c'est un mouvement à vitesse nulle, si c'était une droite inclinée, ça serait un mouvement à vitesse constante, un mouvement qu'on appelle à vitesse constante, un mouvement inertiel, on dit en physique, eh bien, il va compter plus de secondes qu'un voyageur sur la courbe. Comme moi, en faisant ce grand chemin ou ce chemin direct, je vais compter plus de mètres sur le grand chemin que sur le chemin court. Ce n'est pas mon horloge qui ralentit, je ne sais pas quoi. D'accord ? C'est les mêmes horloges, premier principe, relativité. Toutes les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme. Ce qui veut dire que l'horloge de celui qui bouge et de celui qui bouge autrement, les mêmes horloges, elles font les mêmes secondes, tout est pareil. Comme l'arpenteur qui se déplace sur un chemin et l'autre sur un autre chemin, ils ont les mêmes chaînes d'arpentage, ils ont les mêmes doubles décimètres, c'est les mêmes mètres ou les mêmes décimètres. Donc les horloges battent les mêmes secondes, c'est la longueur spatio-temporelle de la trajectoire qui n'est pas la même. Les secondes de l'un sont identiques aux secondes de l'autre. Et alors, si on repense au coup des voyageurs, ça veut dire que Alice, qui est restée sur Terre, elle avait la trajectoire verticale, disons, la trajectoire inertielle, et Bob, qui se déplace, il a une trajectoire bizarre, il va compter moins de secondes sur sa trajectoire bizarre. Et quand il revient, il a voyagé 6 ans, il a vieilli de 6 ans, son cœur n'a battu que 6 fois 31,7 millions de secondes par an, donc d'à peu près 187 millions de secondes. Alors que pour Alice, il aura battu 10 fois 31 millions de secondes, donc 310 millions de fois. Objectivement, il aura moins vieilli que Alice. Il aura voyagé dans le futur d'Alice. Ce qu'on réalise avec ça, c'est qu'on peut voyager, je peux voyager dans votre futur. Vous pouvez voyager dans mon futur. Il suffit pour ça que je monte dans un vaisseau très rapide, que je fasse un grand tour, que je revienne, et vous aurez mesuré, vous qui êtes resté sur Terre, dans un référentiel inertiel toujours le même,
une durée de mon voyage plus longue que moi, et j'aurai voyagé dans votre futur. Mais votre futur, pas mon futur. D'accord ? Donc on peut voyager dans le futur de quelqu'un, tout simplement parce que les lignes d'univers, et graduées par accumulation de durée, définissent un temps qui est propre à chaque observateur. Il n'y a pas le temps, il y a l'accumulation de durée propre qui définit le temps propre de chaque observateur. Chacun d'entre vous, vous avez votre temps. En pratique, très peu différents les uns des autres, car vos vitesses relatives sont généralement très faibles les unes par rapport aux autres, très faibles au regard de la vitesse de la lumière. Donc la question qui se pose, c'est dans le passé maintenant. Dans le futur, c'est facile, c'est possible. Il faut juste monter dans un vaisseau très rapide, capable d'atteindre une fraction appréciable de la vitesse de la lumière pour voyager dans votre futur ou dans celui de la Terre. Alors pour comprendre maintenant le voyage dans le passé, il va falloir comprendre un peu qu'est-ce que c'est la structure de l'espace-temps en voyant une notion qui s'appelle cône de lumière et qui va permettre de définir, de réaliser que nous avons une vision chronologique du temps. Il y a les événements avant, les événements après, et qu'on a souvent tendance à penser que les événements avant peuvent être la cause des événements qui sont après. Eh bien, cette structure-là n'est pas correcte. Il faut la remplacer par une structure causale de l'espace-temps. Qui peut être la cause de quoi ? Et pour ça, il faut comprendre une notion qui s'appelle la notion de cône de lumière. Alors, j'ai mis 2 petites flèches pour dire qu'on est 2 fois dans l'espace. Les 2 dimensions de ma feuille, pour l'instant, c'est 2 fois de l'espace. Et je vais imaginer une source de lumière qui s'allume quelque part. Elle s'allume. Alors elle est là. La voilà. À l'instant initial, elle va s'allumer. La lumière va se répandre dans toutes les directions. Un peu plus tard, le front lumineux aura la forme d'un cercle. Ici, c'est 1 seconde qui sépare le premier instant le deuxième instant du premier instant. Il aura un cercle de rayon 300 000 km. Et puis ce cercle, il augmente. Et puis il augmente. D'accord ? Donc la lumière se répand. Si on regarde les choses les unes après les autres, ça s'appelle de la bande dessinée. On a des événements dessinés qui se succèdent les uns après les autres. Si je joue ça les uns après les autres, ça s'appelle du cinéma. Et si j'empile ça les uns sur les autres, autrement dit, si je prends la pellicule de cinéma, que je coupe toutes les pellicules, maintenant c'est fini, mais si je coupe toutes les images et que je les empile les unes sur les autres, ou si je prends les cases de la bande dessinée, je les découpe et je les empile les unes sur les autres, j'obtiens l'histoire verticale, c'est-à-dire bidimensionnelle l'image, et verticalement l'empilement qui va représenter la succession dans le temps, comme tout à l'heure notre idée d'espace-temps avec une dimension qui représente le temps. Et je représente chacun de ces étapes et je détermine, l'enveloppe de la trajectoire de la lumière va former un cône qu'on appelle le cône de lumière. Donc d'un endroit donné, je peux définir un cône de lumière, et comme je ne peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, si je pars du point noir qui est en bas, je suis obligé d'être à l'intérieur de ce cône un peu plus tard. Je n'ai pas d'autre choix, parce que je ne peux pas dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, ce cône, il va définir ce qu'on appelle le futur causal de l'événement origine. Le futur causal, l'ensemble des événements du futur vers lesquels je peux envoyer de l'information grâce à la lumière ou grâce à autre chose, des particules ou autre chose qui iront moins vite forcément que la lumière. On peut faire le symétrique dans le passé et définir le cône de lumière du passé, qui est l'ensemble des événements dont l'événement central bleu a pu recevoir de l'information. Le ici et maintenant, il n'y a qu'un ensemble d'événements dont je peux recevoir de l'information au moment où je parle. Et il y en a d'autres dont je ne peux rien recevoir. Et puis, ça définit un certain nombre de directions, par exemple la direction rouge. Cette direction rouge, elle pointe vers le futur, elle est à l'intérieur du cône de lumière. On va l'appeler une direction de genre temps et dirigée vers le futur. Dans ce sens-là, ça sera du genre temps, elle est dans le cône de lumière, dirigée vers le passé. Quelque chose qui est en dehors du cône de lumière, on lui donne un nom, on appelle ça du genre espace, dirigé vers rien du tout, ça correspondrait à un objet qui, partant du point bleu, partant d'ici et maintenant, va plus vite que la lumière. Donc c'est quelque chose, ce qui est en dehors du cône de lumière sont des choses qui sont inatteignables. Je ne peux pas avoir d'informations ici et maintenant sur ce qu'il y a en dehors du cône de lumière. Je peux envoyer vers le futur, je peux recevoir du cône passé, et c'est tout. Et puis il y a bien sûr les événements de genre lumière, ce sont ceux qui sont tangents, qui sont sur le cône de lumière, c'est la lumière. Et l'espace-temps habituel, celui dans lequel nous vivons habituellement, mais vu de façon relativiste, vu avec la loupe d'Einstein,
Voilà comme il se décrit. Donc, encore une fois, 2 dimensions pour l'espace, 1 dimension verticale pour le temps. Voilà une trajectoire qui est ma ligne d'univers. Je me déplace dans l'espace et dans le temps, éventuellement fixe, je bouge, je fais des choses. À chaque point de ma trajectoire, je peux définir un cône de lumière et ma trajectoire elle est toujours dans le cône de lumière. Elle rentre dans le cône de lumière passé de l'événement et elle sort par le cône de lumière futur. Ma trajectoire, ma ligne d'univers est une trajectoire de genre temps. Elle est toujours à l'intérieur. À chaque point, je peux définir un cône de lumière, elle est toujours dedans. Voilà une autre particule qui se déplace à côté de moi, qui fait des plans avec quelques cônes de lumière représentés. En voilà une autre. Voilà pour l'événement du bas, j'ai prolongé le cône de lumière et on voit que par exemple l'événement B2, il est situé sur le cône de lumière de futur de E1. Ça veut dire que E1 peut envoyer de la lumière et à B2, il va le recevoir. Ça prendra un certain espace et un certain temps, une certaine durée pour y arriver. Je peux lui discuter, je peux lui envoyer de l'information par la lumière. L'événement E2, pareil, j'ai prolongé. Alors cette fois-ci, on voit qu'il y a 2 événements, A1 et B1, qui sont sur le cône de lumière de E2. Vous voyez que E2, il est dans le cône de lumière futur de E1, et E1 est dans le cône de lumière passé de E2. C'est moi-même, à 2 instants différents, à 2 moments différents de ma trajectoire. Et puis on voit que l'événement A2, par exemple, eh bien, il est dans le cône de lumière futur de E1, mais il est dans rien du tout pour E2. C'est-à-dire que E1 peut envoyer de l'information à A2, mais E2 ne peut pas envoyer d'information à A2. L'événement A2, il n'existe pas, il est en dehors de la perception de E2. Et puis on peut en mettre d'autres, je vous laisse deviner, hein, quand vous reverrez deviner, PQR, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, qui peut discuter avec quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est la structure causale. Qui peut discuter avec quoi et quoi peut discuter avec moi? Ça, c'est le passé. Et qui peut discuter avec quoi dans le futur? Alors, est-ce que je peux voir le passé? Oui, je peux voir le passé. C'est tout à fait évident. Je suis E2, je peux recevoir des informations de A1 et B1. B1 peut envoyer un faisceau lumineux qui arrive à l'événement E2. Si l'événement E2, c'est ici et maintenant, je reçois de l'information de B1 et de A1 par la lumière. Je reçois de l'information par la lumière de où vous êtes, je vous vois. Mais notez bien que les gens qui sont au premier rang à, mettons, 3 mètres, la lumière qui parcourt donc 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 30 cm par milliardième de seconde, elle met 10 milliardièmes de seconde pour me venir du premier rang. Mais ceux qui sont là-bas, mettons à 30 mètres, ouais, à 30 mètres, eh bien, elle va mettre 10 fois plus de temps. Donc, je ne vous vois pas en même temps. Je vois les gens devant moi tels qu'ils sont, il y a 10 milliardièmes de seconde, et ceux du fond, tels qu'ils sont, il y a 100 milliardièmes de seconde. Je n'ai pas une vision au même temps de la salle, avec des écarts si infimes, quand en pratique, ça n'a aucune importance. Mais la réalité, elle est quand même là. Et quand on est un astrophysique et qu'on regarde un objet qui est à 4 années-lumière, ou quand on regarde le Soleil, à 500 secondes-lumière, on les voit tels qu'ils étaient il y a 500 secondes pour le Soleil, il y a 4 années pour une étoile. On ne voit pas le monde au même temps. Ça n'a plus de sens, le temps. Vous avez bien compris que ça n'a plus de sens. Je ne vous vois pas, je reçois des événements simultanés de vous, toute l'information lumineuse qui me vient de vous, qui m'arrive en même temps pour moi, elle traduit des états variés de vos vies et de vos lignes d'univers. Donc voir le passé, c'est possible, évidemment, mais on ne peut pas voir tout le passé. Et l'ensemble de ce que l'on peut voir, ça s'appelle l'univers observable. Et l'ensemble de tout ce qui existe, de tous les événements possibles, ça s'appelle l'univers. Il ne faut pas confondre l'univers et l'univers observable, qui est l'ensemble des choses dont j'ai de l'information, l'ensemble des choses contenues dans mon cône de lumière du passé, qui n'est pas toutes les choses. Est-ce que je peux me voir dans le passé? Moi, me voir dans le passé? A priori, c'est mal parti. Pour me voir dans le passé, il faudrait que ma ligne d'univers soit sur le cône de lumière de ici et maintenant. Ce qu'elle n'est pas, puisqu'elle est sur la ligne d'univers, sur ma ligne d'univers. Ça se voit là. L'événement E2 qui est moi dans le passé, eh bien E2, E1, E2 ne peut pas voir E1 parce que E1 n'est pas sur le cône de lumière. Mais comment je peux faire pour me voir dans le passé alors? Comment vous feriez? Il y a une solution très facile. C'est pour vous habituer petit à petit au voyage dans le temps, tout ça, vous avez compris. Dans le passé en particulier. D'abord, me voir dans le passé. C'est très facile. Au lieu de vous regarder vous, je vous remplace par un miroir. Et je me regarde dans le miroir. Si le miroir est à 1,50 m de moi, 1,50 m, 1,50 m, la lumière met
fait 3 mètres, 10 milliardièmes de seconde. Dans le miroir, le matin, quand vous vous rasez, vous vous voyez avec un décalage de 10 milliardièmes de seconde. Ça ne fait pas un rajeunissement spectaculaire, mais il est matériel. Il est là. Alors maintenant, si vous prenez un miroir qui est très 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 lointain, ça marche aussi. Bon, en pratique, ce n'est pas facile. La lumière, il faut qu'elle y aille, il faut bouger, le miroir bouge. C'est compliqué. Mais là, cette fois-ci, la trajectoire d'espace-temps, voilà la ligne d'univers du miroir. Vous envoyez un rayon lumineux, il vous revient. Et vous, quand vous captez en E2, vous captez la lumière qui a été émise en E1, et donc vous vous voyez dans le passé tel que vous étiez en E1. Donc c'est possible de se voir dans le passé. En pratique, c'est pas facile. Il faut mettre un miroir très loin et puis pas bouger, et puis c'est compliqué. Puis sans parler du fait que la lumière va s'atténuer, enfin c'est compliqué. Mais dans le principe, c'est possible. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut voyager dans le passé? Enfin, on y arrive. 35 minutes, vous voyez, la science, ça rigole pas. Hein. Maintenant, vous êtes mûrs, vous êtes chaud, vous êtes là. C'est bon, je vous ai préparé. Voyager dans le passé. Alors, toujours pareil, 2 dimensions d'espace, 1 de temps. Voyager dans le passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer au temps ce qu'on applique habituellement à l'espace. C'est-à-dire que je suis là dans l'espace, je peux faire un petit tour, puis je reviens à mon point de départ. J'ai fait une boucle dans l'espace. Mais la réalité de l'espace-temps, j'ai fait quoi? Je me suis déplacé dans l'espace et dans le temps. Donc j'ai fait, en réalité, non pas une boucle, mais j'ai fait une espèce d'hélice. Ma ligne d'univers, elle ne se referme pas. Même si spatialement, je reviens au même endroit, dans le temps, il m'a fallu un certain temps pour faire cette trajectoire. Spatio-temporellement, elle ne se referme pas. Je veux faire une ligne d'univers qui se referme sur elle-même, qui revient au même événement, au même lieu, au même événement, au même point de l'espace-temps. Et donc, faire une boucle de l'espace-temps. Il faut faire ça. Dans l'espace-temps, il faut faire une boucle qui revient de mon point de départ. Alors, si on fait ça, on constate rapidement qu'en déplaçant le cône de lumière, les cônes de lumière, ils sont tous, si j'ose dire, parallèles les uns aux autres. Dans l'espace-temps plat, dans l'espace-temps habituel, la lumière, elle se propage de la même façon, en ligne droite, à 300 000 km par seconde, tout va bien. Et donc, quand je prends le cône de lumière du point de départ et que je le déplace, regardez, il y a un moment où la ligne d'univers que je voudrais suivre sort du cône de lumière. Ça veut dire que pour faire une boucle dans l'espace-temps habituel, il faut dépasser, sortir du cône de lumière, ça veut dire dépasser la vitesse de la lumière. Et donc ça, c'est pas possible. Donc voyager dans le passé, dans l'espace-temps habituel, auquel on penserait spontanément avec une toute petite couche, ça veut dire l'espace-temps de Newton, on raye, on met l'espace-temps d'Einstein, on ne peut pas le faire. Ça voudrait dire dépasser la vitesse de la lumière, faire une boucle de l'espace-temps. Alors Einstein, qui n'était loin d'être un imbécile, en 1915, il a produit une autre théorie qui s'appelle la relativité générale. Et cette théorie-là, c'est une théorie de l'espace-temps dans laquelle il a inclus la gravitation. La relativité générale est une théorie de la gravitation. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà l'idée fondatrice, très simple. Une personne en chute libre ne ressent pas son poids. Je ne vais pas élaborer longuement là-dessus. J'avais toute une conférence disponible peut-être sur le net qui est sur Gravity, qui explique qu'est-ce que ça veut dire ne plus sentir son poids en chute libre, que chute libre, c'est l'impesanteur, la disparition apparente de la pesanteur. C'est ce que ressentent les astronautes qui sont en orbite autour de la Terre, qui sont finalement en chute libre permanente. Et la conséquence de cette idée très simple, mais une fois mathématisée, c'est que la gravitation n'est plus une force, comme Newton le pensait. Donc Newton, il a faux 2 fois, d'une certaine façon. Enfin, ça marche pas mal pour pas mal de choses, mais sur le fond du fond, c'est pas bon. La gravitation n'est plus une force, mais une manifestation de la déformation de l'espace-temps. Espace-temps qui n'est plus, entre guillemets, plat, qui est déformé par la présence de la matière qu'il contient, de la matière et de l'énergie qu'il contient, et éventuellement du mouvement de cette matière et de cette énergie. L'espace-temps est courbé. Tout à l'heure, on a vu que l'espace-temps plat, on pouvait le baliser par des cônes de lumière en chaque point, en chaque événement, et que ces cônes de lumière, elles avaient l'axe vertical temporel parallèle pour un observateur donné, et puis les axes du cône, les génératrices du cône parallèles aussi. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace-temps courbé? Eh bien, voilà comment ça serait une ligne d'univers dans un espace-temps courbé balisé par quelques cônes de lumière. Dans un espace-temps courbé, la conséquence, c'est que les cônes de lumière s'inclinent et se resserrent. Les cônes de lumière sont déformés par la courbure spatio-temporelle. La courbure de l'espace déforme les cônes de lumière qui s'inclinent et se rétrécissent. Et si maintenant je regarde, alors je ne l'ai pas tracé, si je regarde maintenant un autre événement avec son cône de lumière, la lumière, elle suit toujours
les génératrices du cône de lumière, mais comme ces génératrices sont déformées, la trajectoire de la lumière peut être déformée. La lumière, dans un espace-temps court, ne se propage pas en ligne droite forcément. Ou plus exactement, elle se propage en ligne droite, qui est la ligne de plus court chemin, et qui n'est pas une droite dans un espace déformé, qui n'est plus une droite dans un espace déformé. La lumière se déplace toujours en suivant les génératrices du cône de lumière. C'est pour ça que j'ai introduit cette notion de cône de lumière, parce qu'elle permet, en mettant ces cônes de lumière sur chaque événement, localement, de voir ce qui se passe, ce qu'on peut faire. Sortir par le cône de lumière, entrer par le cône de lumière, mais pas sur les côtés. En dehors du cône, on ne peut pas le faire. Et les génératrices du cône, c'est la lumière. Alors, le cas typique, c'est le cas du trou noir, grossièrement schématisé par la droite, à droite. La ligne noire gauche, la séparation noire à gauche représente ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Qu'est-ce que ça impose sur les cônes de lumière, un trou noir? D'habitude, on dit un trou noir, c'est un astre, vision newtonienne, tellement massif que même la lumière ne peut s'en échapper. Sous-entendu, la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. Ça, c'est une vision newtonienne qui n'a pas vraiment de sens parce que, en version newtonienne, la gravitation n'a aucune influence sur la lumière qui n'a pas de masse. Mais en relativité générale, cet objet-là va déformer l'espace-temps. Et quelles sont les conséquences? Si on est loin du trou noir, les cônes de lumière sont habituels, bien gentils, verticaux, si je fais un verticaux parallèle entre eux, tout va bien. Quand on s'approche du trou noir, les cônes de lumière sont rétrécis et courbés. Et quand on est à la frontière du trou noir, le cône de lumière, c'est justement l'endroit où les deux génératrices, l'une est à l'intérieur et l'autre est tangente à l'horizon du trou noir. C'est comme ça qu'on va définir l'horizon. Et du coup, de l'événement qui est là sur l'horizon, la lumière qui en part, qui doit forcément partir dans le cône de lumière, regardez, elle n'a d'autre choix que d'aller vers le trou noir. Elle ne peut pas sortir. Et à l'intérieur, c'est encore pire. Donc un trou noir, c'est un objet qui déforme tellement l'espace-temps, j'ai fait ça, donc j'ai oublié ça, je reprends, que même la lumière ne peut s'en échapper. Voilà, c'est ça, que même la lumière ne peut s'en échapper. Les cônes de lumière sont déformés, courbés, au point que la lumière ne peut s'échapper de cette zone-là. Et donc, vous vous rappelez tous du film Interstellar, j'imagine. Et Interstellar, il y a des affaires de durée qui ne sont pas les mêmes pour le père et sa fille. Et on retrouve un père qui se trouve être d'apparence plus jeune que sa fille. Il y a deux bonnes raisons à ça. La première, c'est qu'il a voyagé éventuellement très vite dans l'espace. Et la deuxième bonne raison, c'est qu'il a voyagé près d'un trou noir. Le trou noir gargantuel a été sur la planète ici, la planète Miller. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui lui dit que chaque heure passée sur cette planète, c'est 7 ans passés sur Terre. Là, c'est un deuxième effet. Ce n'est pas un effet qui est lié à la vitesse relative. C'est un effet qui est relié au fait que plonger, on dirait de façon newtonienne, dans des champs de pesanteur différents, placés dans des courbures différentes, les horloges vont compter les durées différemment. Les secondes seront les mêmes, les horloges sont identiques, mais les durées mesurées ne sont pas les mêmes. Le deuxième facteur qui influence la mesure des durées, c'est, disons, le champ de pesanteur, la courbure de l'espace-temps dans lequel vous êtes situé. Et donc, pour voyager dans le futur de la Terre ou dans votre futur, il y a deux choses à faire. Aller loin, parce que vous allez aller vite, et aller près d'un trou noir. Si vous faites les deux choses à la fois, vous allez avoir une durée de voyage qui peut être rendue très courte. 1 heure, 7 ans, c'est quelque chose d'un peu extrême, mais tout à fait, disons, envisageable, qui n'est pas incompatible avec ce que l'on sait de la relativité générale. Donc, encore une fois, vous voyagez dans le futur. Dans votre futur, c'est possible. Il faut jouer à la fois sur la gravité et sur la vitesse. Et il faut réaliser, par exemple, qu'une horloge au sol, par rapport à une horloge en altitude, va retarder, pas beaucoup, 40 microsecondes par jour. Mais ces 40 microsecondes, la lumière parcourt 12 km en 40 microsecondes. Et que les systèmes de géolocalisation par satellite, le GPS ou le Galileo européen, ils utilisent des échanges de rayons lumineux entre votre objet, c'est-à-dire de la radio, entre votre objet dans la main, votre GPS dans la main et le satellite, que les horloges ne mesurent pas les mêmes durées et qu'il faut compenser les durées des horloges en orbite pour avoir une précision métrique dans la localisation. Sinon, avec 40 millionièmes de seconde par jour de décalage, vous avez un GPS qui se décale en position de 12 km par jour. Autrement dit, vous ne le vendez pas, quoi. Tout le monde s'en fout, les cartes, ça marche mieux. Et donc, la relativité générale et la relativité restreinte, les deux à la fois, sont explicitement implémentées dans le GPS. Ça veut dire, il ne faut pas arriver en disant « ouais, Einstein, tout ça, j'ai une meilleure théorie ». Enfin, vous pouvez faire ça. Mais il va falloir aussi tenir compte du fait qu'Einstein, ça marche très bien. Et si bien que si ça ne marchait pas, le GPS, ça ne fonctionnerait pas, tout simplement. Ça ne fonctionnerait pas du tout.
Donc c'est des effets qui sont microscopiques à notre échelle, mais qui se retrouvent être importants dès qu'on veut faire de la géolocalisation et dont il faut absolument tenir compte. Alors même question que tout à l'heure, est-ce qu'on peut se voir dans le passé? Ma ligne d'univers, et bien là vous avez pigé l'idée, au lieu d'utiliser un miroir, on va utiliser un trou noir. Voilà la ligne d'univers du trou noir, et puis vous envoyez de la lumière vers le trou noir, elle est déviée par le trou noir impose une courbure si importante qu'il peut y avoir des déviations extrêmes. Ça c'est tout à fait possible, même 2 fois le tour, 3 fois le tour. La forme du trou noir, tout ce qu'on voit autour du trou noir de Gargantua, du trou noir de Interstellar, est parfaitement plausible. Parfaitement plausible. C'est une image raisonnable de l'ambiance générale d'un disque de matière autour d'un trou noir. Et un disque qui n'apparaît pas comme un disque, mais comme quelque chose déformé par le fait que la courbure imposée par le trou noir va dévier la lumière émise par ce disque de matière. Alors, toujours la même question, peut-on voyager dans le passé? Parce que ça, c'est bien joli, on peut se voir, alors évidemment. La lumière qui passe près du trou noir, elle va mettre du temps pour faire l'aller-retour, il ne faut pas bouger, il faut viser le trou noir. Vous voyez, c'est compliqué en pratique. Mais c'est envisageable. Alors, voyez dans le passé. Eh bien, il faut faire comme tout à l'heure une boucle dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'une boucle, ça veut dire votre espace, il est déformable. Vous allez dire, ben, j'avais l'impression d'aller tout droit, mais en fait, il y a un point de ma trajectoire dans le futur, ça va être le même qu'un autre point là, dans le passé. Vous allez faire une identification topologique pour dire les choses brutalement. Alors, en pratique, ça fait ça. Sauf que maintenant, vous pouvez vous arranger pour que la trajectoire bizarre que vous avez faite, qui boucle sur elle-même, les cônes de lumière soient toujours bien orientés, en jouant à la fois sur la vitesse, mais surtout sur la gravité. Tout à l'heure, les cônes de lumière, ils restaient toujours verticaux. Vous ne pouviez pas faire autrement que sortir du cône de lumière. Maintenant, il va falloir tourner les cônes de lumière en jouant sur la distribution de masse et d'énergie et leur vitesse, leur déplacement, pour qu'on puisse faire une boucle dans l'espace-temps. Donc, c'est possible de faire une boucle dans l'espace-temps dans la vision relativité générale du monde. Et ça s'applique un trou de verre. Enfin, un peu de SF. Un trou de verre. Alors, 1935, c'est Einstein, encore lui. Lui, il est vraiment... c'est la bête ultime en physique. Einstein et Rosen, ils imaginent une façon de connecter 2 régions de l'espace-temps. 1935, ça s'appelle le pont de Einstein-Rosen. Mais John Wheeler montre que cette structure est instable. Et il la rebaptise d'un nom beaucoup plus incroyable, beaucoup plus fort, qui s'appelle le trou de verre. D'ailleurs, John Wheeler, c'est lui qui a aussi donné le nom de trou noir, qui avait été appelé par ceux qui l'ont imaginé au XIXe siècle, qui avait appelé astre occlus, l'astre fermé sur lui-même. Et donc le pont d'Einstein-Rosen, il est instable, et ça s'appelle un trou de verre. Ça, c'est John Wheeler, et ça, c'est incroyable. Le trou de verre dans l'idée que sur la surface d'une pomme, vous pouvez aller d'un pôle de la pomme à l'autre, en suivant la surface, mais creusant directement, prendre une sorte de raccourci dans la pomme. Comme là, vous creusez une manière de raccourci spatio-temporel. Et en 89, Kip Thorne et son étudiant, Mike Morris, ont montré qu'on pouvait traverser un trou de verre, on pouvait rendre un trou de verre traversable et stable, à la condition de disposer d'une matière exotique dont l'énergie de masse est négative, une matière exotique qu'on ne connaît pas. La matière habituelle a une énergie de masse positive. Et ça donne des dessins comme ça, où on peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre, et des fois, la distance, ça ne s'est pas représenté ici, c'est une vision topologique, pas géométrique des choses. La distance qui sépare l'entrée et la sortie peut être considérable, alors que la trajectoire qui passe par l'intérieur, elle est beaucoup plus courte. C'est l'idée du trou de verre, avoir un autre chemin dans l'espace-temps que la ligne standard, celle à laquelle on aurait pensé naturellement. Et même Thorne et Morris ont montré qu'un trou de verre pouvait être transformé en machine temporelle. Alors juste une remarque d'abord sur Kip Thorne. Kip Thorne, c'est le scientifique qui a servi de conseiller scientifique à Interstellar. Et puis c'est l'un des 3 récipiendaires du prix Nobel de physique. Sur les ondes gravitationnelles, il y aurait beaucoup à dire sur les récipiendaires, mais lui en tout cas, il n'est pas visé par ça. Il est un des promoteurs, très ardents promoteurs de la manip LIGO américaine. Cette manip qui a pour la première fois directement détecté des ondes gravitationnelles. Et donc, lui, il est des 3 récipiendaires de militaires. Donc, Kip Thorne, c'est quand même une pointure en matière de gravitation. L'année dernière, on recevait ici même aux Utopiales Thibaut Damour, qui est l'équivalent français de Kip Thorne, on va dire ça comme ça. Alors, on peut transformer un trou de verre en machine temporelle comment? Eh bien, vous laissez une entrée du trou de verre là, et l'autre, vous la prenez, vous la faites voyager près d'un trou noir, vous la faites voyager à grande vitesse près d'un trou noir. Et vous créez une différence de durée entre les durées perçues d'un côté et les durées perçues de l'autre.
En faisant ça, vous rentrez dans le trou de verre et vous ressortez avant d'être rentré, enfin à un moment qui pour vous est avant d'être rentré. Donc on peut transformer un trou noir en machine temporelle. Je montre le trou noir d'Interstellar. En 3 dimensions, dans Interstellar c'est très bien dit, en 3 dimensions, un trou de verre c'est pas un trou dans quelque chose qui sera à 2 dimensions d'espace, c'est une sphère dans notre espace qui a 3 dimensions. Alors une boucle temporelle fermée, ça pose un certain nombre de problèmes. On va particulariser un événement sur la boucle. Quand on a fait un tour, on a une durée propre qui s'est écoulée. Le personnage qui se déplace selon cette boucle à son horloge, il va mesurer la durée propre, la circonférence temporelle de la boucle. Et à chaque tour, chaque fois qu'il revient dans l'événement E, eh bien, il a vieilli d'une durée qui est égale à la circonférence temporelle propre de la boucle, mais il doit être identique à lui-même aussi. Il est au même endroit, il est ici et maintenant. Et donc ça pose des vrais problèmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concilier identité, revenir identique à lui-même tout en vieillissant. Parce que moi, quand je vieillis, j'ai une mémoire de quand j'étais jeune, que je faisais des plans, de l'astronomie, tout un tas de trucs. Comment on concilie identité et vieillissement? Donc ça donne dans l'idée, peut-être que les boucles temporelles strictes sont envisageables pour des particules qui n'ont ni mémoire et qui ne vieillissent pas, mais pour des êtres comme nous, qui avons mémoire et vieillissement, et on aura des conférences et des discussions autour de mémoire, vieillissement et voyage dans le temps pendant les utopiales, eh bien, ça pose problème. Et puis, qu'est-ce qui passe pour un système complexe? Parce que la ligne temporelle fermée, c'est une ligne avec une épaisseur nulle, mais je vous ai rappelé tout à l'heure que malheureusement pour vous, vous étiez des boudins spatio-temporels, et non pas des lignes spatio-temporelles. Vous avez une extension spatiale. Et imaginons que chacune de vos particules ait sa ligne d'univers. Si je prends 2 lignes d'univers très proches, l'une se referme exactement, mais l'autre, elle va pas exactement se refermer, elle va peut-être être un peu déformée. Ça s'appelle les forces de marée en gravitation. L'idée que la courbure de l'espace dépend de l'endroit où vous êtes et que si vous êtes trop étendu dans l'espace, vous allez sentir des courbures différentes et donc vous allez être écartelé par ces courbures différentes. Et l'écartèlement, ça se finit mal si c'est trop important. Par exemple, si vous tombez vers un trou noir, vous ne franchirez pas vivant l'horizon. C'est un trou noir de masse stellaire, de 3 ou 4 ou 5 masses solaires, vous serez écartelé par les forces de marée du trou noir. En revanche, si le trou noir est assez massif, comme celui de Gargantua, dans Interstellar, 225 millions de masses solaires, c'est la masse qu'on peut déduire de ce qu'on observe dans le film, vous pouvez franchir l'horizon, mais à un moment vivant. Mais à un moment donné, vous serez quand même écartelé par les forces de marée. Donc une structure, un système qui n'est pas un point, il va être écartelé par ce faisceau de lignes d'univers qui se referment sur eux-mêmes. Il est très douteux qu'il survive à ça. Il sera probablement désintégré, parce que faire cette courbe fermée, cette courbe spatio-temporelle fermée, ça veut dire imposer des contraintes gravitationnelles énormes, et donc des forces de marée énormes, des variations de courbure énormes, et donc possiblement la perte d'intégrité physique de celui qui va suivre la ligne idéale qui est strictement fermée, mais celles d'autour, elles font autre chose. Et il y a des bouts qui partent à gauche et des bouts qui partent à droite, tant pis pour vous. Il ne fallait pas rentrer dans la machine. Alors en science-fiction, les paradoxes temporels sont nombreux. Ça, voyager dans le temps, vous avez compris aussi que ça va poser des questions sur la causalité, sur la structure causale de l'espace-temps. Et ça met à mal le principe de causalité. Et en même temps, ça le met à mal, on va voir, souvent pour des raisons avec des humains dedans. C'est-à-dire pour des raisons d'humains qui prennent des décisions, qui ont une mémoire et qui prennent ou pas des décisions. Donc ça va impliquer le libre arbitre des personnages. Et la physique, elle n'a rien à dire sur le libre arbitre. Donc la physique, elle va pouvoir parler peut-être de ces courbes spatio-temporelles fermées pour des particules. Peut-être que ça existe, c'est pas facile à faire, c'est peut-être envisageable. Mais pour des humains, plus difficilement, 2 fois, pour des raisons de cohérence de la structure complexe, de l'humain, disons, mais aussi pour des raisons liées à des éléments qui sont hors de la physique, le libre arbitre. Alors, fameux paradoxe de la grand-mère, là c'est un effet sans cause. Je vais dans le passé, je tue ma grand-mère, et je suis là et ma grand-mère est morte. Comment c'est possible? Ma grand-mère qui n'a donc pas pu accoucher de ma mère ou de mon père et je ne suis pas là. Donc là, c'est un effet, moi, et il n'y a pas de cause. Alors voilà des histoires qui racontent. Il y en a plein d'histoires qui jouent avec ça. Le voyage dans le temps en science-fiction, ça fournit des tas d'histoires. Je cite singulièrement Universal War One parce que tout à l'heure, à 15h, il y a une table ronde, pas une table ronde, une interrogation surprise, moi et Denis Bajram sur Universal War One. À mon avis... ça va dépoter. Paradoxe de l'écrivain, là c'est un effet qui est sa propre cause. Vous avez écrit un truc génial, vous allez dans le passé, vous le donnez à vous-même, et vous revenez. Qui a écrit le bouquin? Vous, c'est vous dans votre passé qui le publiez, mais c'est vous dans le futur qui l'avez écrit. Il n'y a pas de cause. Il y a un effet, il y a un bouquin qui est là, mais qui l'a fait?
Alors ça, plein d'histoires qui racontent ça. C'est arrivé demain, un film rarement vu au cinéma, sur grand écran, va être projeté grâce à Frédéric Tan dans la programmation. Allez le voir, c'est un film marrant, 1842, un film d'un réalisateur français, tourné aux États-Unis. Super film, c'est arrivé demain sur les effets sans cause, paradoxe de l'écrivain. Il y a une variante qu'on appelle l'autogénèse. Vous êtes votre propre père, votre propre mère. Vous retournez dans le passé et la femme avec qui vous couchez ou l'homme avec qui vous couchez accouchera de vous-même. D'accord ? Ça, il y a des histoires comme ça. Je vous recommande Prédestination comme film si vous voulez faire court. Sinon, vous lisez la nouvelle de Heinlein, All Your Zombies, Vous les zombies, où en gros, enfin, vous verrez. Il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Et en fait, c'est plus compliqué. Alors, ces problèmes de, faut que je finisse vite, ces problèmes comment dire, de paradoxe liés au libre arbitre, on peut le traduire par le billard temporel. Il y a une bille qui roule. Ah non, j'ai pas fait le truc. Voilà, il y a une bille qui roule, il y a une bille qui sort de la poche et qui va frapper celle-ci et qui rentre dans la poche d'en face. Bon, les billes qui sortent des poches au billard, c'est pas courant, mais on est en physique, on fait des trucs marrants. Bon, très bien, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a la bille qui roule, qui lui rentre dedans. Mais en fait, la bille qui est rentrée dans la poche, en fait, cette poche et l'autre étaient reliées par un trou de verre, et la bille qui est rentrée dans la poche, c'est celle qui est sortie. Mais elle est sortie quelques secondes avant d'être rentrée. D'accord ? Ça, c'est parfaitement admissible. Parfaitement admissible. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas d'identité. C'est une trajectoire cohérente, c'est parfaitement admissible. C'est curieux, mais admissible. Et on a même, pour se convaincre que vraiment c'était un point important, il y a même Novikov qui a proposé un principe, le principe de cohérence. C'est-à-dire que les histoires de voyage dans le temps, au moins pour des lignes fermées et pour des choses sans vieillissement, sans mémoire, c'est possible, mais il faut que ce soit cohérent avec la structure de l'espace-temps. On ne peut pas faire n'importe quoi. La bille, si elle sort de la poche, qu'elle tape l'autre bille pour l'empêcher de rentrer, ça, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Ça ne marche pas. C'est une trajectoire qui n'est pas une solution de trajectoire dans l'espace-temps dans lequel qu'on a construit spécialement. Et donc, du coup, la science-fiction, elle a proposé un certain nombre de solutions au paradoxe. L'univers bloc. L'univers, on ne peut pas modifier le passé, quoi. Le passé, c'est le passé. Je vous laisse cette citation du restaurant à la fin du monde qui est cool. Le passé peut être modifié. Là, c'est Terminator, par exemple. Je donne des exemples, il y en a des dizaines, vous en trouverez dans votre mémoire, dans vos connaissances, qui sont au moins aussi larges que les miennes. L'univers multiple. Modifier le passé, ça crée des lignes temporelles différentes. Alors, l'exemple que je vous donne pour conclure, le fait que le passé soit modifiable, souvent, ça crée des paradoxes insolubles. Et il y a des œuvres, un certain nombre d'œuvres, qui du coup sautent dans l'univers multiple. C'est-à-dire, si on bricole le passé, en fait, ça crée une ligne temporelle, entre guillemets, différente. Et puis il y a deux univers parallèles. Enfin, on peut dire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces mots-là, mais voilà, ça crée des lignes temporelles différentes. Alors une façon de comprendre ça, voilà un exemple. Voilà une ligne de temps. À 11h, il y a 3 moments importants, 11h, midi et minuit. Il y a 2 choses qui vont se passer et qui sont, je réponds oui ou non à la question. À 11h, je peux décider ou non de rentrer dans la machine temporelle. Cette machine temporelle me fait reculer de 12 heures. Je rentre dedans, et quand je ressors, par l'autre porte, je ressors 12 heures avant. Donc je peux décider ou non, à 11h, de rentrer dans la machine à minuit. Et puis si je rentre à minuit dans la machine, effectivement, j'en sors à midi. Et je regarde ce qui se passe. Il y a 4 possibilités, puisque je peux décider de rentrer ou pas, et je peux décider, et c'est là où tous les paradoxes apparaissent, c'est le libre arbitre qu'on suppose être intrinsèque aux humains, de coller à ma décision ou pas, de changer d'avis ou pas. Première décision, je rentre dans la machine à minuit et je ne change pas d'avis. Donc, j'arrive en bleu, il y a un type qui sort de la machine à midi, puisque je suis censé être rentré, décidé que j'ai rentré à minuit, il y a un type qui sort à midi, je discute avec, c'est mon double, ma copine, salut, comment ça va? Et puis à minuit, je dis, salut mon pote, je rentre dans la machine, tout va bien. Et l'autre s'en va. Tout va bien. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il y a un trou de verre, quelque chose qui a relié ces 2 événements. Alors l'autre solution, c'est celle-ci. Je décide de rentrer, mais je change d'avis. Donc je décide de rentrer, donc apparemment... tout va bien, il y a un gars qui sort à midi, puisque j'ai décidé de rentrer à minuit. Mais à minuit, je dis non, finalement, je rentre pas. Il y a 2 gars qui sortent. Là, c'est une histoire incohérente. Et ça pose question, comment je fais pour gérer ça? Il y a 2 fois moi. Autre histoire incohérente, je décide de ne pas rentrer dans la machine, donc à midi, tranquille, personne sort. Mais finalement, je dis non, moi, je rentre quand même à minuit. C'est incohérent. Il y avait un gars, il n'y a plus personne.
Troisième solution, la plus simple, je décide de ne pas rentrer, je ne change pas d'avis. Je passe devant, non, je ne rentre pas là-dedans, ça ressemble trop à une cabine téléphonique, ça ne va pas du tout. Je ne rentre pas. J'ai mon téléphone portable, tout va bien. D'accord? Donc on a 4 histoires, 2 cohérentes, la 1 et la 4, 2 qui sont incohérentes. Et une façon de rendre tout ça cohérent, c'est pour vous montrer comment ça, le ressort narratif qu'il y a derrière et de physique, on ne sait pas. C'est que ces 4 histoires existent en même temps dans 4 univers que je taxerai de parallèles, et que je fasse un lien entre la 2 et la 3. Et que quand je rentre dans la 3, en fait, je sors dans la 2, et là, tout va bien. Tout est cohérent. Il y a un type qui est apparu à un endroit où il en manquait un, puis il y a un mec qui a disparu à un endroit où il n'y en a plus. J'avais 4 types à l'entrée, j'ai 4 types à la sortie. Regardez, j'ai 4 flèches entrantes, j'ai 4 flèches sortantes. Mais il y a un type qui a changé d'univers. Voilà une façon de résoudre le problème. Si vous lisez Valérian attentivement, voilà la timeline de Valérian dans l'Ouvre-temps. C'est exactement ce qu'ils font pour se sortir de ce qu'ils ont créé comme œuvre qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il a fallu gérer les paradoxes temporels. Il y a des lignes temporelles différentes pour la Terre. Voilà ce dont on parlera dans Universal War 1 tout à l'heure avec Denis Bajram. C'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Puis surtout que c'est lui qui l'a écrit, alors il a des choses à dire. Et donc en conclusion, le voyage dans le futur d'un autre observateur et de la Terre en particulier, c'est possible. Il n'y a que des soucis techniques qui nous empêchent de ça. Le voyage dans le passé, c'est bien plus délicat, c'est peut-être envisageable pour des particules, mais probablement impossible pour des structures complexes, mettons des humains avec mémoire et qui vivent. Et la conclusion de la conclusion, voilà ce que dit Lescaton dans Aube d'acier de Charles Stross. Il dit maintenant, c'est moi le patron, dans mon cône de lumière passée, on ne joue pas avec la causalité. Autrement dit, j'interdis le voyage dans le temps dans mon cône de lumière du passé, sinon, ça va chauffer pour vous. Vous avez compris l'idée maintenant? Il ne faut pas déconner avec le voyage dans le temps. Merci de votre attention. Presque pile à l'heure pour les suivants qui sont là et qui vont démarrer dans une fraction de minute. Merci à vous.